Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier, puisque je n'ai aucune curiosité à vous présenter en particulier. J'aimerais cependant qu'on approfondisse quelques points que nous avons déjà vus lors de quelques épisodes précédents. J'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de la codification du deuil. L'époque victorienne a eu beaucoup de superstitions sur de nombreux sujets de la vie quotidienne, mais jamais autant que sur le sujet de la mort. J'ai sélectionné pour vous un petit échantillon qu'on vous présente tout de suite, mais d'abord, générique. Rencontrer la tête d'un cortège funèbre porte malheur. Si vous en apercevez un qui approche ou tourne vers vous, il faut tenir un bouton de son vêtement jusqu'à ce que le cortège passe. Il faut arrêter l'horloge dans la chambre d'une personne qui vient de mourir, sous peine de s'attirer la malchance. Si vous entendez un coup de tonnerre pendant ou juste après un enterrement, c'est que l'âme du défunt a atteint le ciel. Vous comprenez mieux le cliché hollywoodien de l'enterrement sous l'orage, du coup, non? Si le défunt a eu une bonne vie, on raconte que des fleurs fleurissent sur sa tombe, mais que s'il s'est mal conduit, il n'aura que de mauvaises herbes. On raconte que si vous avez le souffle coupé lorsque vous traversez un cimetière, c'est que vous ne serez pas enterré. On raconte aussi que si vous sentez une odeur de rose quand personne n'est là, c'est que quelqu'un va mourir. On dit aussi que si vous voyez votre visage dans un rêve, c'est que votre mort est proche. On raconte aussi que si un défunt meurt dans sa maison, il faut couvrir tous les miroirs. Tout simplement parce qu'on a la crainte que l'âme du défunt se retrouve prisonnière dans un des reflets. C'est d'ailleurs de là que vient la superstition de briser un miroir nous apporte 7 ans de malheur. On sous-entend qu'en fait, si on brise un miroir habité par un esprit, cet esprit va nous en vouloir un petit peu et nous faire des petites crasses de fantômes. On dit que si un moineau tombe sur un piano, quelqu'un dans la maison va mourir. On dit que si un tableau tombe d'un mur, quelqu'un que vous connaissez va mourir. On dit qu'un perce-neige de plus en plus seul dans le jardin prédit la mort. On raconte aussi que lorsqu'on fait une procession funéraire, qu'on sort un défunt de son domicile pour l'amener jusqu'au cimetière, il ne faut jamais prendre le chemin le plus direct. C'est de là que viennent les coutumes de faire des processions funéraires. En fait, l'idée première de ce genre de pratique, c'est de sortir de la maison avec le cercueil et de faire tout le tour du village, de passer dans plein d'endroits différents et d'aller au cimetière, afin que, si le mort venait à se réveiller ou à revenir sous forme de fantôme, il ne soit pas capable de retrouver le chemin du cimetière jusqu'à son ancienne demeure. La période de deuil était également strictement réglementée. Elle commençait dès le décès. On tirait les rideaux, on arrêtait les horloges, on couvrait les miroirs, justement par rapport à ce que j'ai dit juste avant, pour pas que l'esprit du défunt puisse être emprisonné dans le verre réfléchissant. La période de deuil était ensuite divisée en 2 périodes distinctes, le deuil et le demi-deuil. Le demi-deuil se démarque généralement par une tenue vestimentaire un peu moins chargée de noir. Les périodes de deuil et de demi-deuil sont elles aussi très codifiées. Une veuve porte le deuil de son mari pendant 2 ans, ne portant que des vêtements noirs et ne sortant que pour aller à l'église. Les parents qui perdaient un enfant, ou l'inverse, étaient en deuil pendant 9 mois et en demi-deuil pendant 3 mois. La mort d'un frère ou d'une sœur nécessitait 3 mois de deuil et 3 mois de demi-deuil.
Beaux-parents, tantes, oncles, cousins, cousines ou autres avaient des périodes de deuil allant de 6 semaines à 6 mois. La tenue de deuil était également très réglementée, surtout pour les femmes. Au cours des 6 premiers mois, la veuve portait de longues robes de crêpe noire avec de la dentelle blanche au col et aux poignets. Sur la tête, elle portait souvent un chapeau et un voile de crêpe noire également. Et ses mains étaient enveloppées de gants noirs. De nombreuses fourrures noires et peaux de phoque furent également portées durant cette période. Après 6 mois, la veuve pouvait porter une robe faite de gabardine de soie, pleine gros grains noirs ou crêpe taillée en cachemire avec des garnitures rangées. Elle pouvait également échanger le voile de crêpe lourd pour un voile plus léger. C'est un peu technique si vous n'avez pas quelques notions de couture, costume, tissu, tout ça, mais il faut savoir une chose très importante. Concernant l'utilisation de crêpe comme voile de deuil, les médecins s'opposèrent fortement à son utilisation. Ils avaient découvert que lorsqu'il est porté sur le visage pendant une longue période de temps, le colorant noir de la matière en crêpe, il disait, je cite, « se débarrasse de son colorant pernicieux dans les narines sensibles, faisant apparaître la maladie catarrhale ainsi que la cécité et la cataracte de l'œil. Il est mille plaints que la mode dicte le voile de crêpe, mais c'est ainsi. Il est le signe même du malheur, et personne n'a le courage d'aller sans lui. Nous ne pouvons que suggérer aux endeuillés qu'elles doivent épingler un petit voile de tulle noir sur les yeux et le nez, et rejeter la crêpe lourde aussi souvent que possible, pour des raisons de santé. » Malgré tous ces avertissements médicaux, la codification du deuil va rester très carrée et on va avoir forcément plein de complications de santé pour les femmes qui vont porter le deuil de manière aussi stricte. Et évidemment, tandis que les femmes étaient soumises à une codification très rigoureuse de leurs vêtements de deuil, les hommes portaient tout simplement leur costume sombre habituel avec des gants et des cravates noires. Mais d'où viennent toutes ces coutumes ? Quelles en sont leurs origines? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est la reine Victoria qui a déclenché tout ça. Elle était une reine très populaire et très puissante. Je vous l'ai déjà dit, l'Angleterre est une des premières puissances mondiales à l'époque. Il faut savoir que la reine Victoria n'est pas uniquement la reine d'Angleterre, hein. Elle va aussi être pendant plusieurs années la reine du Canada et impératrice de l'Inde, qui est une colonie anglaise aussi à l'époque. Le décès soudain de son mari, le prince Albert, qui mourut de la fièvre typhoïde en novembre 1861, plongea la reine dans une immense tristesse que tout le peuple ressentit. Peu de temps après la mort du prince, la reine Victoria demanda à ses serviteurs de maintenir les chambres du prince comme lorsqu'il était vivant, y compris lui faire monter de l'eau chaude tous les matins pour qu'il puisse se raser, ou lui porter des vêtements noirs pour les 3 premières années de sa mort. Victoria, quant à elle, portera du noir jusqu'à la fin de sa vie. Ces coutumes peuvent paraître étranges, mais en réalité c'est surtout notre regard sur la mort qui a changé comparé au XIXe siècle. Il y a de nos jours des coutumes qui seraient très étranges aux yeux des êtres humains du XIXe siècle, comme par exemple la prométion ou l'aquamation. L'aquamation, c'est donc un principe chimique d'hydrolyse alcaline en phase aqueuse. Pour faire simple, cette technique consiste à plonger le corps du défunt dans un bassin spécialement prévu pour ça. Là, de l'eau chauffée à 93 degrés et contenant des doses supérieures de carbonate et autres hydroxydes accélère le processus de décomposition des tissus. Après 4 heures de ce traitement, il ne reste plus que les os, les tissus s'étant décomposés dans l'eau. Et les os sont ensuite broyés et rendus aux familles comme un peu des cendres récupérées après une crémation. L'eau ayant servi à la décomposition du corps sert quant à elle à fertiliser les cultures, faisant office d'excellent engrais. L'aquamation est donc une solution un peu plus verte pour régler le problème qui nous concernera de toute façon, tous, un jour ou l'autre. Comparé à la crémation, qui est aujourd'hui quand même assez répandue, l'aquamation consomme 10 fois moins d'énergie et ne rejette aucune particule dans l'air. Évidemment, l'aquamation permet aussi d'occuper moins de place que les cimetières et ne rejette pas de méthane et autres gaz à effet de serre, ni de fluides contaminant le sol, ni ne laisse de déchets comme le bois ou les poignées métalliques des cercueils. La prométion, quant à elle, consiste à plonger le corps dans de l'azote liquide. Le corps refroidit à moins 196 degrés Celsius, il devient friable, il est placé sur une surface qui va vibrer très vite pour détruire le corps en morceaux de plus en plus fins. On passe au-dessus de ça ensuite un énorme aimant qui va récupérer tous les morceaux métalliques, broches, opérations chirurgicales et autres, qui vont ensuite être recyclés.
La poudre ainsi obtenue est placée dans une urne biodégradable pouvant être enterrée ou incinérée. Et oui, on a aujourd'hui des coutumes qui leur paraîtraient bien étranges, c'est le cas pour eux aussi à l'inverse. J'ai parlé de l'Angleterre, mais il faut savoir qu'en France aussi on avait ces pratiques-là. Oui, en France, la sortie dominicale la plus répandue jusqu'en 1907, c'est visite dominicale, c'est-à-dire la visite du dimanche, mais familiale, hein, avec les enfants, femmes et enfants, tout ça, la famille vraiment au complet. La sortie du dimanche, c'est pas d'aller pique-niquer au parc, non, le truc le plus en vogue, c'est d'aller visiter les morgues. Oui, les morgues. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, je vous ai dit que ça durait jusqu'en 1907, ça, parce que jusqu'en 1907, les morgues sont ouvertes au public. Et cette pratique va s'arrêter dès la fermeture au public des morgues. Mais jusqu'à cette fermeture en 1907, les morgues sont ouvertes au public, libres d'accès, et ont des vitrines. Et dans ces vitrines, on ne met pas des cercueils, on met des corps. Déjà parce que les morgues sont quand même assez pleines de corps non identifiés. On a beaucoup moins de documents administratifs, de biométrie, de papiers d'identité à l'époque. Il est beaucoup plus compliqué d'identifier un corps. Et ça fait partie des motifs de visite du dimanche. Parce que quand on n'a pas de nouvelles d'un proche, il n'est pas rare qu'on retrouve ce proche à la morgue en vitrine et qu'on puisse l'identifier et prendre la relève. Il y a une autre raison à ça aussi, qui est un peu plus sociale, on en a déjà parlé dans l'épisode sur les planches Ouija, eh bien c'est de l'éducation sexuelle. Oui, en fait c'est le seul moyen de voir des corps nus. La pornographie et la sexualité sont prohibées et très très tabous durant cette époque-là, donc le seul moyen qu'ont beaucoup de générations de s'éduquer un minimum sexuellement, c'est d'aller voir des corps nus, et le seul endroit où ils peuvent en trouver, c'est dans les morgues. L'autre raison d'intérêt de visite des morgues, c'est également que les exécutions publiques sont interdites depuis longtemps, et que c'est une des rares manières de voir des morts, avec ce petit intérêt morbide un peu étrange. Voilà. Mais les visites des morgues vont rester très 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 populaires. Quand ça va être interdit, ça va être remplacé par les collections de mascots mortuaires ou d'autres choses, mais jusqu'en 1907, c'est une pratique très courante, une des plus fréquentes de la sortie du dimanche. Voilà, j'espère que cet épisode un peu spécial, vu qu'on n'a pas de curiosité à présenter, vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités, et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!